nous sommes heureux de se retrouver pour cette partie, ce petit débat avec vous, Ciric, et en même temps un petit peu tristounet, puisque on verra que nos deux dames ne sont pas avec nous ici dans ce studio, mais elles seront là en direct. Alors, avant effectivement d'aller plus loin, je propose peut-être d'aussi refaire une dernière question, une dernière question à nos téléspectateurs, à nos clients investisseurs qui sont avec nous ce soir. Je vous rappelle, ça apparaît sur la partie droite de votre écran. Alors, quels sont les enjeux auxquels vous souhaitez contribuer avec vos investissements? C'est important, les enjeux auxquels vous souhaitez contribuer avec vos investissements. Alors, 3 propositions. Financer des technologies pour soutenir la transition énergétique, premier point. Deuxième point, contribuer à un avenir plus vert. Ou enfin, soutenir des projets sociaux. Donc, financer des technologies pour soutenir la transition énergétique, contribuer à un avenir plus vert, soutenir des projets sociaux. Peut-être que vous avez une troisième solution, vous nous la direz dans les questions que vous pouvez nous poser. Alors, on voit effectivement les réponses, là, on le voit sur le petit tableau qui est derrière nous. Tout à l'heure, il donnera place à Marie et Ludivine, mais on voit financer des technologies. On voit qu'il y a encore quand même, alors je ne suis pas l'économiste, mais cette tendance à croire effectivement dans le potentiel de l'innovation, 56%, on voit que c'est aussi un petit peu en live là. Et enfin, contribuer à un avenir plus vert, 30%, seulement 15% soutenir des projets sociaux. Une réaction par rapport à ça, Ciric ? Je pense que les 2 premiers, quelque part, sont un peu liés, se rejoignent. Je suis un peu surpris que le 3e soit aussi faible. Moi, j'aurais choisi le 3e, par exemple. Donc, voilà. Oui, mais parfois, c'est peut-être qu'on peut contribuer aussi aux objectifs sociaux avec de la technologie aussi. On a en tout cas des believers dans l'innovation. C'est ça qu'on peut voir. On a des croyants. Alors, voilà, on va passer à cette partie débat. Je regarde vers l'écran. Voilà. Rebonsoir Ludivine, rebonsoir Marie. J'espère que vous nous entendez bien. Bon, Ludivine, c'est assez inspirant ce que nous a dit Marie. Elle parle de ces entreprises, 540 entreprises qui sont en mouvement, qui se challengent entre elles pour donner des bonnes pratiques. Alors, faisons peut-être une petite parenthèse avec un zoom sur Puy-Latco. Est-ce que Puy-Latco, non pas dans ses produits, mais par rapport à sa démarche en tant qu'entreprise, est-ce que vous aussi, ça vous inspire et vous avez aussi initié un trajet vers ce changement, vers 2 shifts, entre guillemets ? Oui, tout à fait. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité pour nous aussi. Et il y a maintenant un peu plus de 2 ans, on a commencé à mesurer en fait notre empreinte carbone. Et là, je reviens sur les concepts qui ont été présentés par Marie. Donc, elle a parlé de mesures directes, mais en fait, nous mesurons aussi notre impact indirect. Et on a eu assez récemment, parce qu'il a quand même fallu du temps pour on va dire, rassembler les données. C'était pas un exercice si facile. Et on a mis justement un autre point qu'elle a mentionné. On a mis vraiment à contribution des employés qui étaient motivés par le sujet, donc qui voulaient en fait réellement participer dans ce projet et potentiellement avoir un impact après sur les plans d'action. Et donc la conclusion a été que nous avons en fait 3 thématiques. Nous sommes finalement une entreprise de services et les thématiques, c'est tout d'abord tout l'aspect énergie, donc énergétique, comment nous utilisons notre énergie et comment est-ce qu'on pourrait aller vers des énergies plus vertes. Il y a toute notre partie flotte de voitures et le 3e point très relatif qui est la mobilité en général de nos employés. Et on a déjà commencé à travailler sur les 3 points, à savoir que d'ici la fin de l'année, nous aurons depuis la fin de l'année passée, nous avons transféré en fait tous nos contrats d'énergie vers des providers qui sont verts et on a aussi terminé le repositionnement de nos agences en fait vers des buildings aussi qui consomment, qui sont beaucoup moins consommateurs d'énergie. Et dans la partie plutôt mobilité, de nouveau, bien sûr, il y a les voitures électriques qui font partie de notre politique de flotte déjà depuis un certain temps et on voit un réel succès. Les employés veulent vraiment avoir cela. Et à côté de ça, un plan de mobilité plus large qui est ce qu'on appelle multimodal, à savoir que nos employés peuvent décider de prendre un vélo, de prendre un step, de venir en train, en tram et tout cela pris en charge dans leur budget mobilité et ou par d'autres contribution de la banque, en fait. Effectivement, on voit ce sujet mobilité qui est un sujet qui revient assez souvent. Alors, je signale à nos clients investisseurs qu'ils peuvent désormais poser des questions
concrètement, ces questions atterrissent dans mon petit iPad ici et je pourrais les poser en direct à nos intervenants. Mais peut-être qu'avant ça, quand même, une réaction, Cyril, on a vu ce point justement du changement, mais concrètement par rapport à Pilotco Quintet, quand on regarde maintenant l'offre durable, là c'est par rapport à nos investisseurs, clients qui nous regardent, qui participent à ce séminaire, qu'est-ce que là vous avez développé? On a vu ce qu'a fait Pilotco en tant qu'entreprise, mais quid de l'offre que vous proposez? Est-ce que c'est intégré aussi là-dedans? Totalement. Donc l'offre pour nos clients est, je vais dire par défaut, durable. Donc lorsqu'on regarde les portefeuilles, nous travaillons énormément pour avoir des produits qui soient durables sur la plupart ou quasiment toutes les classes d'actifs. Nous en créons et nous demandons à des fournisseurs de gestion d'en créer pour nous si nous n'en trouvons pas de disponibles sur le marché. Et ensuite, notre recherche aussi, que ce soit notre recherche de fonds, notre recherche en actions, en obligations, suit un processus aussi durable. Okay. Avec toujours cette démarche, on va dire une démarche positive, on va exclure que dans des cas, on va dire, extrêmes, ou dans des cas où l'engagement n'est pas suffisant pour faire changer les choses. Et on l'a fait récemment, par exemple, avec certaines entreprises qui ont un certain pourcentage de leurs revenus liés au charbon. D'accord. Alors, Marie, je vais peut-être vous donner à vous le lead de cette fameuse première question. Si vous avez une question pour Ludivine ou pour Cyril, je vous en prie. Est-ce que vous en avez une? Avant que je vois déjà les questions commencent à rentrer, donc c'est pas mal, avant que je puisse les prendre en filtrant pendant ce temps-là. Je vous écoute. Dites-moi votre premier point. Peut-être deux éléments. D'abord, une réaction par rapport à l'aspect mobilité. On entend effectivement beaucoup d'entreprises qui se mettent en marche par rapport au fait de verdir quelque part leur flotte de voitures, ce qui est une bonne démarche. Néanmoins, et c'est ce qui est fait apparemment aussi chez Pilotco, c'est de ne pas oublier de regarder aussi sa mobilité au sens large, puisque la technologie ne va pas nous sauver a priori, ou pas uniquement, et qu'il y a aussi un changement de comportement à adopter. Et donc, c'est important aussi pour une entreprise de travailler en termes de mobilité, effectivement, à sa flotte, mais de travailler aussi les comportements de ses collaborateurs et de proposer aussi d'autres moyens de se déplacer dans leur quotidien au travail. Et alors, peut-être une question pour Cyril. Évidemment, le partenariat chez The Shift est essentiel. C'est d'ailleurs un des SDGs, le numéro 17, qui est essentiel si on veut quelque part réaliser cette transition, puisque je pars du principe que seuls nous n'avons pas toutes les solutions, mais que le partenariat est essentiel. Et donc, la question est de peut-être aussi, avez-vous des partenariats clés, peut-être historiques aussi, qui ont fonctionné et lesquels? Moi, je peux parler des partenariats plus récents, par exemple sur des marchés comme les obligations émergentes. On a un partenariat avec Amundi qui ont créé un fonds pour nous sur les obligations d'État vertes, avec DWS sur les obligations aussi d'entreprise avec Robeco. Donc, on a sollicité ces fournisseurs pour créer des produits pour nous qui répondent à nos attentes. Ludivine, peut-être que tu veux rajouter un point sur notre offre avec la banque Triodos? Oui, parce que là, justement, je vois qu'on a reçu une question tout à l'heure, justement, qui demandait aussi ça. Donc, la question est déjà recoupée. C'est une question qu'on a reçue, je vois, il y a quand même un petit temps, mais qui demandait plus de détails sur l'association avec Triodos. C'est une question qu'on a reçue tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais c'est un bon lien parce qu'en effet, les solutions plus récentes dont Cyril parle sont en général des solutions thématiques, en effet, pour étoffer notre offre durable dans des différentes asset classes, vu qu'on veut vraiment être durable par défaut, et cela partout dans le portefeuille, ce qui n'est pas toujours aussi simple. Mais en effet, chez Pilotco, et ça, j'en suis personnellement très fière, et l'entreprise aussi, nous avons été fort avant-gardistes sur la partie durable, car nous avons en fait un partenariat avec la banque Triodos depuis à peu près 15 ans déjà. Et ça, c'est plutôt une solution, on va dire, patrimoniale, donc à savoir vraiment un portefeuille discrétionnaire qui répond à la désignation de l'article 9 selon SFDR, à savoir le plus haut niveau de standard au niveau de la durabilité. Et en fait, pourquoi on en est très fiers, fin de cette année, fin 2021, nous avons dépassé le milliard dans cette offre, ce qui démontre un intérêt grandissant de nos clients et d'ailleurs aussi une conviction en interne, que ce soit de nos banquiers ou de nos experts, pour promouvoir cette offre en général.
Ok. Alors, question très courte, et puis après une question, je vois qu'il y a 18 votes, enfin qui a été validé 18 fois déjà. Très courte, c'est les obligations vertes quand même, parce que c'est vrai que c'est un sujet, on l'a au travers de plusieurs questions, mais obligations vertes, là, votre réponse, Cyril, vous avez ce genre de produit? Oui, bien sûr. Donc, si on regarde notre exposition dans les portefeuilles en termes d'obligations, par exemple pour les entreprises, maintenant on investit quasiment que dans des obligations vertes. Donc c'est extrêmement transparent en termes de... donc ce sont des emprunts qui sont effectués à des gouvernements ou des entreprises pour des projets spécifiques. Donc beaucoup de transparence et on a la chance d'avoir maintenant donc, des produits autant dans les marchés développés, que ce soit les États-Unis, l'Europe et comme je disais, les marchés émergents. Alors, je reprends, parce que je vois que les questions fusent, hein, donc ça fonctionne très bien avec les nombreux téléspectateurs qui sont là. La question, justement, à 18 votes, c'est quelle est la probabilité d'une correction ou crash boursier cette année, entre parenthèses, au niveau de valorisation des marchés, plus forte inflation, tightening de la Fed. Enfin voilà, il y a un contexte. On a 19 votes maintenant, ça. Ouais. C'est vraiment, on vous demande votre avis. Là. Donc je crois que c'est pour moi. J'ai un petit peu réfléchi tout à l'heure et un peu répondu déjà. À court terme, prévoir que d'ailleurs que ce soit des hausses ou des baisses, et c'était un point que je voulais souligner quand vous m'avez parlé de notre taux de réussite de 72%. C'est très rare à court terme d'avoir des taux de réussite comme ça que l'on peut répéter plusieurs années de suite. Je préfère le dire pour l'année prochaine au cas où nous n'ayons pas le même succès. Je regarde encore une autre, c'est on ne l'a pas tout à fait abordé tout à l'heure, quelles sont les perspectives pour l'or et les valeurs aurifères en 2022 ? Alors, je vais revenir sur l'or, je vais juste finir parce que j'étais en train de repenser à la question. La probabilité de crash, pour nous, avec les informations qu'on a, et ce que j'ai dit tout à l'heure sur en fait, un apparent manque d'excès, on ne pense pas qu'il y a des circonstances pour ce qu'on appelle un crash boursier, bien sûr, c'est du moins 40, moins 50%. Des corrections de moins 10, moins 15%, il y en a quasiment toutes les années, et essayer de timer exactement le point où on va vendre et le point où on va racheter est quasi impossible, et je connais personne qui arrive à faire cela de façon répétitive. Sur le point de l'or et des valeurs aurifères, pour nous, on reste sur un environnement où l'or a un rôle à jouer, on va dire, en tant que valeur de diversification, avec les obligations qui ont quand même des rendements bas, l'or a un rôle à jouer au cas où. Mais par contre, dans un environnement où les taux réels devraient quand même remonter, ce n'est pas un environnement idéal pour l'or. Donc à court terme, on en garde un peu dans les portefeuilles, mais on n'a pas de vue très forte ou très faible, une vue plutôt neutre. Alors je ne sais pas qui veut prendre la question, une question qui a pas mal de votes aussi. Quels sont les secteurs d'activité porteurs pour demain ? C'est aussi le sujet, c'est peut-être pas ceux qui scorent le plus maintenant, mais quels sont ceux qui sont, selon vous, porteurs pour demain ? Peut-être un point, comment vous voyez ça, vous aussi, Marie, et puis après de peut-être faire tourner, peut-être un avis là-dedans par rapport à vous, votre ressenti, sans être une experte en investissement, Marie ? Non, alors pour moi, chaque secteur a son importance, hein, comme je disais aussi dans la transition, surtout aussi au niveau des partenariats. Alors bien sûr, il y a peut-être certains secteurs, à mon sens, qui seront disons, préparées pour le futur, c'est celles qui seront quelque part aptes aujourd'hui ou peut-être qui l'ont déjà fait à retravailler leur mission pour justement intégrer un maximum la durabilité dans leurs activités et durabilité au sens large, puisque dans la durabilité, il y a la prospérité aussi économique et donc c'est vraiment une combinaison d'une prospérité économique mais aussi durable et d'être prête en fait quelque part pour l'avenir. Alors bien sûr, il y a peut-être certains secteurs d'activité quand on regarde au niveau du climat et celles qui feront face ou qui seront peut-être aptes aussi à engranger l'innovation plus rapidement que d'autres pour réduire le carbone. Personne n'a la réponse aujourd'hui et quand on regarde les grands groupes qui signent les Science-Based Targets et qui rentrent dans l'Alliance climat, elles n'ont pas toute la réponse de savoir comment elles vont atteindre cette neutralité carbone d'ici 2030 ou des horizons 2050. Et donc, ces entreprises qui seront prêtes et qui se préparent déjà aujourd'hui, à mon sens, ont plus en tout cas de chances de survie dans le futur. Effectivement, on voit ces importances des secteurs. Ce qu'on retient, en tout cas dans votre propos, c'est de dire que tous les secteurs qui vont anticiper ces exigences en matière d'impact et de changement seront créateurs de valeur. C'est ce que vous partagez aussi, Cyril, comme point de vue ? Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va toucher énormément de secteurs. Investir dans des entreprises qui sont flexibles, qui s'adaptent, qui sont prêtes à changer et à se réinventer, ce sera un énorme atout. Les entreprises qui vont végéter, rester sur leurs atouts, vu la quantité d'innovation que l'on envisage dans les 10-15 prochaines années, ce sont des entreprises qui
qui vont potentiellement mourir. Une question pour vous, Ludivine. Elle vient d'apparaître tout à l'heure. Quel est le plus gros challenge pour Puilatco en 2022 ? Alors, vous avez évoqué plusieurs points dans votre discours d'introduction, mais si vous deviez dire le plus gros challenge, c'est une question qui se pose. Pour moi, donc, dans le secteur du private banking, donc nous aussi, on est un secteur qui doit continuer à innover. Donc, c'est ça qu'on essayait d'ailleurs de faire au jour le jour. Je pense que ça reste notre plus gros challenge, être là où les clients peut-être parfois ne nous attendent pas, continuer à faire évoluer notre positionnement. On est par exemple déjà très impliqué dans tout ce qui est l'aspect patrimonial qui prend on va dire une importance grandissante depuis un certain nombre d'années. Et ça, c'est le type d'investissement que nous voulons continuer à faire, ce qu'on appelle un peu le holistic advice, donc être vraiment ce partenaire de choix pour nos clients sur tous les sujets patrimoniaux. Bien évidemment, tout ce qui est relatif à l'investissement reste ce qu'on appelle notre core business. On vient d'en discuter, vous l'avez vu. On a beaucoup de sujets d'innovation et peut-être un ou deux que j'aimerais rajouter. Donc, on veut vraiment s'adapter aux besoins de nos clients. Et dans le contexte du durable, nous allons aussi lancer un fonds à revenus définitivement taxés totalement durable, ce qui est quand même une vraie innovation. Et dans un autre contexte d'innovation, nous sommes aussi en train de regarder pour avoir des produits qui seraient à carbone neutre, à savoir avec un offsetting des émissions que ce produit pourrait encore émettre. Et ça, c'est typiquement des choses qui parlent, que ce soit à nos clients, à la génération future, mais aussi qui permettent de rester, j'ai envie de dire, une entreprise innovante et de premier plan dans un secteur très compétitif comme celui de la banque privée. Alors, je rassure les investisseurs clients qui nous regardent, on répondra à toutes les questions. Si on ne répond pas maintenant, il y aura une synthèse qui sera faite avec la réponse à l'ensemble des questions. Ce que je vois, elles fusent. Évidemment, il y en a pour lesquelles on vote. Alors, je vois que certains poussent sur une autre question que je vois qui a été posée il y a 1 heure, mais qui a un bon score dans les votes. C'est quid de l'immobilier avec les perspectives de relèvement des taux d'intérêt. J'ai envie de dire, elle est pour vous cette question, Cyril. On va dire, en général, plutôt positif. Des actifs, on va dire, réels, dans une période où on a des taux qui remontent avec de l'inflation, ils doivent plutôt bénéficier. Après, dans l'immobilier, il y a toujours des segments, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui seront un peu plus challengés par les changements justement structurels qui sont en train de s'opérer. Mais tout ce qui est, on a déjà parlé de la logistique, tout ce qui est retail parks, par exemple, plutôt éviter tout ce qui est, on va dire, magasins un peu traditionnels. Les bureaux qui sont dans les centres-villes très prisés, par exemple, vont rester toujours très demandés, alors que d'autres, peut-être dans les périphéries, là où les gens peut-être vont habiter un petit peu plus loin, du fait de la possibilité de travailler à la maison, auront peut-être plus de difficultés à être loués, par exemple. Donc, il se peut qu'on ait des dynamiques, ce sont des dynamiques, on va dire, de moyen terme, mais l'immobilier avec des rendements qui restent toujours bien attractifs par rapport aux alternatives, disons, sur d'autres secteurs. Ok. Alors, je vois une autre question. Effectivement, on a beaucoup. Je vous invite aussi, à nouveau aussi, peut-être à voter par rapport à ces questions. Ça peut peut-être aider à sélectionner, même si on prendra aussi par rapport à la pertinence des sujets. Bon, un sujet qui revient plusieurs fois. La presse parle de monnaie virtuelle qui s'envole sur les 5 ans à venir. Est-ce réaliste? Le Bitcoin est-il fiable? Bon, alors, on sait que beaucoup d'investisseurs, on va réagir en disant le sous-jacent, point d'interrogation. Mais est-ce qu'il y a un sujet, un point d'attention simplement là-dedans, sans peut-être rentrer dans le détail? Oui, alors c'est un sujet compliqué qui pourrait prendre du temps, mais pour faire simple, pour répondre à la question dans les 5 ans à venir, non. Oui, il y a un potentiel nouveau pour une nouvelle technologie pour apporter peut-être une transparence, une décentralisation, des caractéristiques que éventuellement les investisseurs ou les individus recherchent dans un monde où on a énormément de dettes. On a créé beaucoup de dettes depuis 2-3 ans, même plus 10, 20, 30 ans. Donc éventuellement peut-être une alternative. Après, monnaie au sens échange, on voit que le Bitcoin, je dis un peu au hasard, mais c'est 10 transactions par seconde. Visa, c'est 30 ou 50 000 transactions par seconde. Tout à fait. Donc il y a encore du travail pour que ce genre de crypto-monnaie on parle soit... un peu comme une liquidité de l'action. On voit que les mouvements, c'est un critère qui permet de le mettre. Alors, un sujet quand même, c'est plutôt une question par rapport à l'équilibre de portefeuille. Je trouve qu'elle est pertinente, pour ça que je la sélectionne. Elle a 8 votes parmi le point aussi. Quel est le bon investissement en action pour se protéger de la hausse des taux? Je suppose que là, nos investisseurs veulent peut-être avoir une idée de portefeuille. On va pas parler de nom d'entreprise, mais peut-être d'équilibre de portefeuille en pourcentage.
le bon investissement en placement, en action, pardon. Le pourcentage en action. Pour se protéger, quel est le bon investissement en action? On va pas citer une société là, Oui, bien sûr. mais par contre, pour se protéger de la hausse des taux. Enfin, c'est comme ça que je la comprends la question. C'est plus un pourcentage dans l'équilibre du portefeuille, mais. Oui, alors ça va dépendre bien sûr des conditions, des objectifs du client et du profil de risque. Il faut se dire qu'à la base, donc les actions sur un environnement où il y a de l'inflation, mais de la croissance, avec des taux d'intérêt qui peuvent même monter tant qu'ils sont raisonnables, on l'a vu dans les années 90, dans les années 2000, c'est un bon environnement pour les actions. Donc les actions sont un bon placement dans ce scénario-là que je viens de mentionner. Après, au sein des actions, il y a certains types d'actions qui vont peut-être mieux performer que d'autres. Par exemple, des valeurs survalorisées en des valeurs de croissance, mais qui ont une faible croissance, vont sûrement avoir du mal à performer dans ce genre d'environnement. Alors que des valeurs de croissance à forte croissance, par exemple des valeurs automobiles dans les secteurs comme l'électrique, dans les énergies renouvelables, etc., vont être soutenues parce qu'il y a une croissance qui est rattachée vraiment aux prochaines années. On ne parle pas de 2-3% de croissance, on parle de 20-25% de croissance annuelle. Après, il y a d'autres secteurs qui, à court terme, avec des taux plus élevés, comme les valeurs bancaires, qui peuvent potentiellement bénéficier. Si on a une courbe de taux qui devient un peu plus ascendante, puisqu'elles empruntent à court terme, elles prêtent à long terme, donc elles peuvent potentiellement faire un petit peu plus d'argent quand les taux montent un peu, qu'il y a une meilleure confiance des investisseurs. Bref, une réponse un peu longue, mais ça reste assez spécifique, donc c'est difficile de répondre à cette question de façon succincte. De toute façon, merci d'être un petit peu long, ça me permet de filtrer un peu les questions. J'en cherchais une pour Marie, je l'ai trouvée, elle est arrivée il y a pile 2 minutes. Sommet climatique de la COP26, développement majeur, promesse ou conclusion? Marie, comment vous pourriez répondre? Vous souriez par rapport à ça, parce que je suppose qu'on ne répond pas en 1 minute à une question comme ça, mais développement majeur, promesse, conclusion, que sommet climatique de la COP26? Oui, alors avec l'équipe, suite au sommet, évidemment, on a été regarder les grandes conclusions ou essayer de conclure l'outcome quelque part de la COP, et bien que présentant un bilan quelque part mitigé, on estime que cette édition de la COP a le mérite d'avoir été plus large dans son approche face aux défis climatiques que les autres, donc que les COP précédentes. Et donc pour la première fois, la protection, par exemple, de la nature a été mise à l'agenda des discussions, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis un engagement aussi historique, celui de mettre fin à la déforestation d'ici 2030. Et donc c'est un engagement qui a été accepté par plus de 100 nations et 30 institutions financières. Et donc c'est, à mon sens, un objectif qui est plutôt positif. Et ce qui en ressort aussi, c'est que plus que jamais, il y a un besoin d'interaction. Et donc j'en ai discuté aussi des partenariats. Et donc ce qui ressort aussi une des conclusions, c'est qu'il y a beaucoup plus cette nécessité d'interagir et d'interconnexion entre organisations. Par contre, concernant le bilan plus mitigé, il y a 2 éléments quelque part qui ressortent. Le premier, c'est que beaucoup d'organisations regrettent que cette COP n'ait pu accoucher quelque part d'un fonds de soutien aux pays les plus pauvres, et c'était un des éléments qui était attendu notamment pendant cette COP pour aider les pays, donc les plus pauvres, les plus touchés par le changement climatique. Et un deuxième point qui ressort aussi, qui a créé un bilan plutôt mitigé par rapport à cette COP, c'est que les groupes d'action pour le climat considèrent aussi le rejet en dernière minute du principe de sortie des énergies fossiles comme un compromis quelque part insuffisant. Donc voilà, un élément ou quand même des éléments positifs par rapport à cette COP, mais quand même des choses qui ont fait quelques déçus parmi les participants et des différentes organisations qui s'y intéressent. Aussi, une question peut-être quand même utile, la mesure des 17 objectifs ODD est-elle faite par des organismes neutres ou par d'autres moyens? Alors moi, je sais qu'on peut répondre, il existe des outils. Marie, peut-être pour vous? Alors, chaque organisation, donc au sens large, peut intégrer, et c'est quelque part le but, les SDGs au sein de sa stratégie de développement durable. Et donc, ça donne quelque part une feuille de route. Et pour un exemple concret, Infrabel, par exemple, dans notre réseau, a vraiment utilisé ces SDGs pour définir leur stratégie et donc, quelque part, l'ajuster par rapport à certains ODD sur lesquels ils étaient moins bons et puis d'autres sur lesquels ils étaient plus forts. Donc, ça donne une feuille de route à terme au niveau d'une organisation. Maintenant, au niveau d'un pays, ce sont effectivement des organisations indépendantes qui font ces analyses et ce reporting sur la performance d'un pays au niveau des objectifs de développement durable.
Et donc, on obtient ce ranking, mais il y a toutes sortes d'organisations, surtout beaucoup d'universités aussi, qui font ces analyses pour voir au niveau belge notamment où on se situe et où est-ce qu'il y a des manquements. Et donc, ces ODD sont utilisés par les différentes entreprises et nous, on les utilise aussi et forcément au travers de notre programme et on les utilise aussi pour définir les priorités aussi de Shift au niveau de nos priorités, au niveau des sujets pour contribuer aussi via notre réseau à la réalisation de ces objectifs de développement durable. Alors, les questions sont encore là, beaucoup sont encore connectés. On va prendre juste une dernière petite question. Et puis, je le répète, vous inquiétez pas, on répondra à l'ensemble des questions. Les matières premières sont-elles un bon investissement en 2022 Cyril? En 2022, je dirais, je pense, clairement les matières premières, enfin certaines matières premières vont être extrêmement nécessaires pour, notamment pour la révolution on va dire énergétique et de transport qui arrive. Beaucoup de matières premières vont clairement être soutenues. On a un manque de matières premières criant. Si on veut remplacer par exemple la flotte de voitures qu'on a aujourd'hui en pétrole-diesel, il va falloir beaucoup plus de cuivre, beaucoup plus de nickel, beaucoup plus de ressources naturelles comme ça qui ne vont pas forcément être faciles, qui posent aussi des questions de durabilité sur tout ce qui est procédés miniers. Mais à moyen long terme, ce sont certaines commodités, oui, vont être très demandées et donc je pense que ça va soutenir leur prix au moins jusqu'à ce que la production réagisse. Ouais. Merci Cyril. Je remercie aussi bien Marie pour son intervention et puis vous, Madame la CEO, je dirais, Ludivine. Dommage que vous n'étiez pas avec nous sur le plateau, mais je pense qu'on a eu une bonne dynamique. Je suis personnellement, en tant que modérateur, assez impressionné par le dynamisme et de l'interaction aussi avec les nombreux participants et le nombre de questions qu'on a reçues. On n'a pas su répondre à tout, mais effectivement, comme on vous le disait tout à l'heure, on enverra une petite synthèse. Vous pourrez aussi revoir la vidéo qui a été diffusée ce soir. Et pour les questions, comme vous l'avez vu, ce qui nécessite peut-être un peu plus de préparation pour vous répondre, on le fera aussi dans ce document de synthèse. Moi, le dernier point que j'ai envie de vous communiquer, c'est une nouvelle fois, vous souhaiter les meilleurs vœux au nom de Puy Latco, au nom de toute aussi l'équipe entière de Puy Latco, et puis vous revoir prochainement, on l'espère d'une manière non virtuelle. C'est aussi votre espérance, puisque dans le vote tout à l'heure, vous l'avez mis clairement, c'est avant l'aube que la nuit est la plus noire. On peut très vite oublier Covid, c'est en tout cas ce que vous, dans ce débat interactif, vous nous avez fait comprendre tout à l'heure dans votre vote. À bientôt et pour un prochain webinaire.